En tant que juriste, je suis convaincu que les problématiques sanitaires et notamment les nouvelles causes de pollution sont source des plus grandes évolutions juridiques de demain. Et en tant que tel, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en perspective le savoir des scientifiques avec le devoir des juristes pour penser le droit de demain qui est un droit juste au profit des victimes notamment et aussi d'un équilibre entre l'intérêt aussi des industriels, l'intérêt des États et l'intérêt des victimes. Le droit actuel est un droit qui a été construit de manière très locale et dans des temps assez courts. Or, les problématiques liées aux pollutions sont devenues des problématiques globales et des problématiques qui touchent aux générations futures. C'est en ça que le droit de demain doit être un droit qui prend en compte la spécificité de ces nouveaux dommages. Alors, en tant que juriste, je ne peux pas me prononcer sur une affirmation d'expert. En revanche, si des experts indépendants mondiaux reconnus affirment ces liens de causalité, en tant que juriste, je dois m'intéresser et m'interroger sur les conséquences que ça implique en termes de prévention, si la certitude est très élevée, ou en termes de précaution, si on en est encore à un niveau de probabilité ou encore à l'échelle du doute, puisque la règle en matière juridique, c'est dans le doute, il faut agir. N'étant pas là ce matin, je ne peux pas me prononcer. Ce que je peux dire, c'est que les rapports sur lesquels j'ai pu travailler de l'Organisation mondiale de la santé notamment, qui évoquent quelque chose que je connais bien, le lien entre la pollution chimique ou la pollution atmosphérique et l'augmentation de certains cancers, ce lien de causalité est l'illustration en tous les cas, comme ça existe pour les pesticides, de la nécessité de prendre en compte ce type de risque. Dans la mesure où on a une communauté de scientifiques qui se réunit autour de la mise en évidence d'un lien global et général, le droit, qui est une science sociale, doit entendre ces experts, que ce soit des experts qui relèvent de la majorité ou des experts qui pourraient relever de la minorité. En tous les cas, à partir du moment où ce sont des scientifiques reconnus et que leurs propos étaient étayés scientifiquement, le droit doit les entendre. La réponse du droit en matière de risques sanitaires et environnemental doit être une réponse graduée. Elle doit être graduée parce que tous les actes ne sont pas à l'origine des mêmes conséquences, tous les actes ne sont pas intentionnels de la même manière. En tous les cas, la réponse du droit doit être graduée. D'abord, à l'échelle des États, l'État doit lui-même assumer une prévention, une précaution et une vigilance à l'égard de ses administrés, lesquels peuvent lui demander des comptes s'il reste inactif. Ça a d'ores et déjà été fait dans le domaine de l'amiante, ça a été fait dans le cadre de la pollution de l'eau au nitrate en Bretagne, ça pourrait l'être à l'avenir sur la pollution atmosphérique par exemple. Première étape, donc, premier degré, la responsabilité des États. Deuxième étape, une responsabilisation des acteurs de la pollution, une responsabilisation notamment des entreprises transnationales. De quelle manière? En exigeant un triptyque, éviter la pollution, la réduire si ce n'est impossible de l'éviter et en dernier lieu, si ces deux premières situations sont impossibles ou limitées, compenser, c'est-à-dire réparer les dommages. C'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir une privatisation des bénéfices de la pollution et ensuite une socialisation du coût de la dette. C'est la raison pour laquelle je crois juste d'obliger tout pollueur, par application du principe pollueur-payeur qui est dans la Constitution française, à assumer, notamment en provisionnant des fonds nationaux ou mondiaux qui, le jour où un dommage surviendrait, pourraient servir effectivement aux victimes. Et la troisième et dernière étape, c'est pour les crimes les plus graves, ceux qui sont commis en connaissance de cause, pour un profit, à titre de dommages graves et irréversibles, d'imaginer une mise en danger de l'environnement et de la santé plus globale, ou un crime d'atteinte à la santé ou à l'environnement qui, à l'échelle internationale
pourrait devenir, pourquoi pas, à l'image de ce qui existe dans les affaires Chevron et Texaco, pourquoi pas un crime contre la survie de l'humanité. C'est à plus long terme parce que ça suppose que les États se mettent d'accord, c'est plus difficile, c'est plus ambitieux. Pour autant, l'ambition et l'utopie dans ce domaine-là ont bien lieu d'exister, vu les enjeux dont il est question, l'intérêt des générations présentes, l'intérêt des enfants des générations futures et l'intérêt global de la planète. La particularité avec l'idée du crime contre la santé humaine, par exemple, implique que les victimes sont des victimes globales dont on aurait peut-être difficile à identifier la liste précise. Et donc c'est une masse de victimes, ce qui suppose alors qu'on est en présence de victimes collectives, d'un préjudice collectif, et le droit pénal a du mal avec ce genre d'infraction. Le droit pénal connaît même des victimes de masse, mais identifier telle personne sont victimes de l'amiante, sont décédées ou ont contracté un asbestose. Et en cela, elles se regroupent, certes, pour un procès emblématique et médiatique, mais il y a une liste de victimes. C'est donc un crime contre la santé humaine du fait de la somme des victimes. Mais quand on a une atteinte à la santé globale, on a alors une difficulté du lien de causalité entre telle personne et telle cause. C'est la raison pour laquelle ce type de crime me semble plus évident, non pas a posteriori, une fois que l'on s'est rendu compte du nombre de victimes, pourquoi pas, mais a priori, par l'établissement, pourquoi pas, de la mise en danger, que ce soit de l'environnement ou de la santé humaine. Mais cette idée de mise en danger suppose de repenser alors les sanctions, parce que ça peut être souvent des personnes morales, des entreprises par exemple qui en sont à l'origine. Or, dans ce cas, on ne peut pas imaginer les peines classiques, l'emprisonnement n'a pas de sens, et par ailleurs, des peines économiques, comme les peines d'amende, doivent être proportionnées aux profits qui sont faits en raison de la violation de la loi. Et j'insiste, parler de crime suppose que l'on évoque des délinquants, donc suppose que l'on stigmatise ceux qui ne respectent pas la loi. Il faut encourager ceux qui respectent la loi, ceux qui ne sont pas des criminels, des entreprises qui ne sont pas des criminels, les encourager en leur disant « Regardez votre comportement, il est un comportement éthique, il mérite d'être soutenu, comparé à d'autres qui sont des mauvais élèves, et on vous encourage à les stigmatiser vous aussi parce qu'ils donnent une mauvaise image à votre communauté. » Donc je crois que le droit pénal est là pour stigmatiser les comportements les plus graves, mais qu'il ne faut pas généraliser ce type de comportement parce que nous ne sommes pas tous des criminels. Alors ça dépend des États. Tous les États ne connaissent pas ce qu'on appelle la responsabilité pénale d'une personne morale. C'est original parce qu'on pense tout de suite culpabilité égale emprisonnement. Dans le code pénal français et dans de nombreux codes pénaux dans le monde et en Europe, on peut poursuivre pénalement la personne morale qui aura notamment les moyens de payer une amende beaucoup plus conséquente que l'aura le chef d'entreprise. Mais à votre question, la réponse est que les deux peuvent être déclarés coupables ensemble. C'est ça qui est intéressant et on peut articuler alors les responsabilités, la personne physique et la personne morale. Pour que le droit avance, l'une des politiques qui me semble et l'une des stratégies qui me semble réaliste, c'est la stratégie des petits pas. Le premier pas peut être de l'ordre de la soft law, du droit souple, d'une déclaration, qu'elle soit nationale ou internationale. Une déclaration peut être une déclaration portée par des États ou portée par des personnalités scientifiques, juristes, écologues, biologistes, médecins et aussi la société civile. Donc ces déclarations, à l'image de la déclaration de Rio de 1992, qui est la première étape vers des traités de droit contraignants, ensuite en matière de protection de l'environnement. Donc cette étape serait une première étape qui ensuite permettrait d'ouvrir d'autres étapes et qui seraient notamment des droits contraignants. Et cette seconde étape, on y arriverait au fur et à mesure que l'on connaîtrait et qu'on aurait une certitude plus grande sur certaines causes et certains dommages. À l'échelle du droit international, passer de la soft law à la hard law est quelque chose de très courant et en tous les cas, le droit international ne se fait pas par révolution, il se fait par évolution. Et il faut être humble,
à mon sens, avoir de la patience. Les évolutions passent aussi par des évolutions nationales, pas forcément dans les lois, mais parfois dans les décisions de justice. Il y a des décisions de justice, la jurisprudence, qui montre que ici, là, l'affaire de l'Erika, c'est une condamnation par le juge parisien qui crée le préjudice écologique alors que le préjudice écologique n'est pas dans le Code civil. Donc il faut aussi avoir confiance dans le fait que la justice, elle peut se révéler dans les tribunaux, elle peut se révéler aussi dans les entreprises. De quelle manière? Par le biais d'engagements volontaires, ce que l'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, où une entreprise a tout intérêt, non plus seulement qu'à faire des profits sur le court terme, mais à imaginer une rentabilité sur long terme, et elles l'ont bien compris, ce qui multiplie les chartes de bonne conduite pour dire à leurs consommateurs et pour dire à leurs investisseurs, nous avons un comportement éthique, n'hésitez pas à venir vers nous, parce qu'en tout état de cause, on évite un accident ou on évite un drame sanitaire qui coûterait beaucoup sur notre image, sur vous aussi, consommateurs, ou sur vous, investisseurs. Et ça se multiplie aussi à l'égard des investisseurs, comme les banques, qui font de plus en plus de l'investissement socialement, éthiquement, sanitairement responsable. Donc je crois que on peut œuvrer sur tous ces tableaux, le droit souple, le droit dur, faire confiance aussi aux opérateurs, parce qu'un opérateur économique n'est plus là que pour faire du profit à court terme, parce que cette vision à court terme, c'est nier la pérennité de l'activité de l'entreprise. Donc, ne pas stigmatiser qui que ce soit, encourager au maximum, en montrant que tout le monde a à y gagner et rassembler. On pourrait imaginer une conférence internationale dont il faudrait trouver le titre. Est-ce que ce serait une conférence internationale sur les risques sanitaires et environnementaux? Moi, je crois à l'alliance de la problématique environnementale et sanitaire. Ni tout écologique, ni tout sanitaire, parce que les deux sont liés. Et on se rend compte que parfois, même du point de vue de certains défenseurs, il y a une dissension, certains défendant tout l'un ou tout l'autre. Et je crois que le droit avancera dans le sens d'une alliance, et que c'est l'alliance entre les problèmes de santé et les problèmes d'environnement à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. On peut proposer d'amender le statut de la Cour pénale internationale pour créer un nouveau crime. On peut le faire. Toujours est-il qu'en pratique, ce sera difficile, parce que ça suppose que les États se mettent d'accord sur un crime complètement nouveau par rapport aux autres. Les autres crimes portent atteinte à la dignité de l'humanité, et là, ce serait à la survie de l'humanité. Et donc, c'est faire tenir ensemble des crimes de génocide avec des crimes contre l'humanité, de la survie de l'humanité. Est-ce que ça va ensemble ? Ne peut-on pas imaginer, au-delà même de cette proposition, qui est envisageable, au-delà même d'un amendement au statut de Rome, une convention ad hoc sur cette question, avec la création d'une juridiction ad hoc qui pourrait s'appuyer sur la Cour pénale internationale, mais qui ne serait pas exactement du même type. Tout à fait, qui serait hors statut de Rome.